Bonjour. Bienvenue à cette conférence privée au cours de laquelle nous allons vous faire part pas vraiment d'une expérience, mais des événements qui ont été vécus récemment par le groupe des chefs plus particulièrement. Puis nous avons ici 4 intervieweurs, c'est-à-dire moi, Michel Carrière, Robert Cormier, Jeannette Wolfe et Robert Langis, qui interrogeront Daniel au sujet de ces événements qui se sont produits. J'inviterai M. Robert Langis à débuter. Bon. Est-ce qu'on m'entend bien derrière? OK. Alors, je vais continuer. Ajuster au fur et à mesure. Dans la journée de samedi passé, il s'est passé toutes sortes de phénomènes, surtout à l'intérieur du dôme, et une partie dans la soirée autour du feu. À l'intérieur du dôme, il y a eu plusieurs phénomènes qui sont apparus et que les gens ont pu décoder, et en particulier des présences intraterrestres, phénomènes monstrueux, aussi des phénomènes extraterrestres qui viennent d'un autre temps. Ce serait intéressant de clarifier toutes ces dimensions. Savoir plus, est-ce que c'est vital, est-ce que c'est simplement une illusion, une réalité? Donc, au début, j'aimerais que vous racontiez un peu ce qui s'est passé, de façon à ce que les gens soient au courant un peu. C'est des choses qu'on a comptées souvent, sur lesquelles on est revenu souvent, puis qui ont tendance On attend depuis fin 90 que ces manifestations-là commencent à être concrètes. Alors, ce serait bon de compter un peu ce qui s'est passé. À 4. OK. Bon, dans ce cas-là, j'ai débuté, moi, ça avait débuté le matin. Lors de la première journée d'activité pour le groupe des chefs, le samedi matin, au dôme, j'avais perçu vibratoirement des individus, des intraterrestres, mais plutôt de forme inconnue, qui pénétraient dans le dôme pour faire des rituels. Puis par la suite, au niveau du camp numéro 2, qui est un autre camp qui fait partie de la structure des chefs, j'ai aperçu une grande ombre qui survolait le camp, mais qui était une ombre très, très intense, très densifiée. Alors déjà, on commençait à percevoir des choses qui relevaient du plan vital, mais qui étaient beaucoup plus densifiées que ce que l'on peut percevoir habituellement. Moi, j'ai senti des présences qui tournaient autour de moi, comme au niveau du plexus solaire, une présence à un moment donné, on a parlé de sondes qui nous examinaient. On pouvait bien sentir qu'il y en avait qui se promenaient, on pouvait les voir sous forme de points rouges ou de faisceaux lumineux. Il y avait aussi beaucoup d'effluves d'énergie vitale qui se promenaient dans l'intérieur du dôme, qui était en majorité décodé par tous. Puis, on pouvait sentir des présences, c'était très très noir dans l'atmosphère extérieure. Ça se blanchissait, ça se noircissait constamment. Puis, c'était unique là, dans l'intensité du point de vue de la noirceur dans l'atmosphère qu'il y avait à ce moment-là. Au courant de la soirée aussi, j'ai été témoin avec plusieurs personnes d'un phénomène collectif. C'est qu'il s'est déroulé comme un film autour du feu, au campement 2, il s'est déroulé comme un film astral où différentes époques venaient nous visiter, où on sentait la présence des personnages historiques qui étaient autour de nous autres et nous observaient. Et aussi des phénomènes extraterrestres. On a fait une farce là-dessus. On parlait de ce couple. Il y en a un qui a dit, on parle toujours de ce couple, mais est-ce qu'il y a des tasses? En tout cas, la machine à laver était toute là. Ça se promenait beaucoup autour. Quand je suis montée vendredi soir, j'ai senti déjà la forêt était différente que toutes les autres fois. Et ça fait 4 ans que je monte là. Je suis montée seule, j'ai remarqué la différence. Mais ce n'était pas avant samedi soir, quand on était dans le dôme, j'ai posé la question à Daniel, comment est-ce que tu perçois la forêt? C'est de là qu'on a commencé à observer ensemble des phénomènes dans le dôme et on a ressenti des vibrations différentes. Et c'était tout noir dans le dôme. Et je pense qu'on a passé 45 à 60 minutes dans le dôme juste à observer. Il y a des personnes qui ont perçu des formes qui entraient et sortaient par les portes dans le plancher. Moi, j'ai perçu 2 objets sur la table qu'on était assis autour. C'était des machines. Je comparais ça à quelque chose qu'on trouve dans les hôpitaux. Et là, on a aperçu que des extraterrestres sondaient nos corps physiques. Et après la fin de semaine, je me posais la question, est-ce que ça s'est vraiment passé? Mais je ne peux pas douter parce que je l'ai senti dans mon corps. C'était une vibration très, très fine qui faisait comme un buzz.
Et pour moi, on sait qu'ils étaient dans mon utérus, qui m'a gênée un peu, mais je l'ai senti. Après, on est sorti du dôme. Nous sommes allés au campement 2, autour du feu. Il pleuvait. Et on a pu observer les changements de noirceur et blanc, et ça est devenu blanc, et ensuite noir, blanc, noir, pendant encore 1 heure de temps. Et j'ai pu sentir d'où ça venait, si c'était en arrière de moi ou dans un autre côté. Au début, j'ai senti une grosse boule noire qui passait en arrière de moi, qui m'a fait très peur. Aussi, on a aperçu des Indiens autour de nous qui étaient montés au cheval. Et ils étaient très présents, ça ne bougeait pas, mais c'était juste là. Et je sais qu'ils avaient des flèches. Et les visages étaient peints. Ça aussi, ça m'a fait peur. Mais ces choses-là se sont changées une après l'autre. Ça est devenu plus blanc. Donc on a senti aussi la forêt très, très plaisante et agréable. Aussi, dimanche matin, on était encore dans le dôme et j'ai encore aperçu que ça tournait dans mon ventre. J'ai demandé que j'aimerais ça identifier c'était quoi et j'ai su encore qu'ils me sondaient encore. Et j'ai même senti que ça a monté dans mon cerveau et après ça, c'était parti. Bon, moi, je pense que ça a duré pas mal toute la fin de semaine, qu'on était sondés, mais on était plus attentifs particulièrement ce soir-là dans le dôme, où est-ce qu'on a pu percevoir plutôt les sondes. Moi, je voyais ça comme c'était comme à peu près gros comme ça, c'était une boule lumineuse blanche. Moi, c'est vrai ça comme un point à l'intérieur, mais comme un halo blanc alentour, c'est ce qui représentait la sonde. La manière que je voyais ça, quand ça a sondé mon cerveau un peu, il faisait très très noir. Puis je voyais, supposons, mon cerveau dans ma tête comme mon cerveau avec la colonne vertébrale, c'est ce que j'apercevais. Ensuite, on m'a dit que c'était des sondes, parce que moi, au début, je voyais juste comme des boules lumineuses, puis bon, je voyais des images dans mon cerveau, des parties du corps comme ça, mais je n'étais pas au courant que c'était des choses qui nous sondaient. Ensuite de ça, j'avais quand même senti des présences dans le dôme durant cette journée-là. Je rentrais dans le dôme, supposons, seul pour aller chercher des choses dans mon sac à dos. Il y avait comme des personnages ou des présences dans le dôme que je ne pouvais pas identifier. Quand on s'est réunis tous le soir, puis on a fermé les lumières, on était tous dans le dôme. Là, c'est là qu'on a plus identifié, supposons, on a mis des noms dessus comme les intraterrestres. Ensuite, il y a eu des extraterrestres, je pourrais pas dire d'où ça venait ou quoi que ce soit, mais c'était 2 phénomènes différents. Il y avait vraiment des intraterrestres et des extraterrestres. Il y avait aussi d'autres personnages noirs avec des capuchons qu'on avait déjà vus auparavant. Ensuite de ça, quand on s'est retrouvés à l'entour du feu, il y a eu différentes époques qui nous ont visités. Ça a été l'époque du Christ au début, c'est celle-là qu'on a ressenti le plus, comme si on était tous assis alentour on était tous assis alentour du feu, mais comme si ça se reproduisait. On avait déjà été là, comme si on était assis, les 12 apôtres ou les apôtres, avec le Christ. Il y avait vraiment une atmosphère assez spéciale. Ensuite, on a traversé différentes époques, comme la forêt de Sherwood. Après ça, on a vécu le roi Arthur, les Indiens. On a revu les messieurs en noir. Je ne sais pas si c'était des Templiers. On a mis le nom Templier. Des hommes en noir à cheval encore. Il y a eu différents phénomènes, comme une grosse vague noire, comme l'atmosphère très yin, comme on a appelé ça un dragon. C'était immense. Puis... c'est ce que je me souviens, en gros. Puis aussi, mais pour ma part, plus personnellement, le lendemain, le dimanche, pour terminer, j'ai été ce qu'on appelle vocaliser. C'est donc dire que j'étais au centre d'une table et les gens tournaient autour de moi en faisant des vocalises pour appliquer un processus de guérison au niveau du corps physique. Ce qui s'est produit finalement, j'ai l'impression que ce n'est pas qu'un processus de guérison, mais c'est beaucoup un processus de début de transport séraphique, un voyage à travers le temps ou l'espace. Alors j'aimerais que l'on clarifie un peu tout ça, toute cette fin de semaine-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels étaient ces phénomènes-là? À quoi ils étaient reliés? Bon. J'ai fait une conférence il y a quelques années sur quand les extraterrestres vont intervenir. Et j'expliquais lors de la conférence que les voyages dans des
disons, dans des transporteurs à caractéristiques intelligentes, ce ne serait pas des voyages comme les gens le pensent, comme les gens pensent en faire, comme on le voit souvent à travers les soucoupes volantes, ces choses-là, comme la littérature nous l'a enseigné, ou comme on a vu à la télévision. La majorité des individus qui, à un moment donné, feraient un transport, et quand je parle de transport séraphique, j'ai déjà aussi expliqué dans certaines conférences que les premiers doubles éthériques serviraient de véhicules de transport à des collectivités. Donc, il y a des doubles éthériques qui sont totalement individuels, et quand les individus, de par leur intelligence, sont capables de s'unir ensemble, ils vont créer un égrégore supramental dans le plan astral, et progressivement, ils vont créer un égrégore très similaire au double éthérique, et ça devient un transporteur. Et c'est à travers la négociation de masse, la négociation de certains groupes que pourra se construire des transporteurs séraphiques permettant effectivement le transport séraphique. Transport séraphique, ou disons un voyage dans certains genres, dans les vaisseaux extraterrestres à caractère supramental, c'est exactement comme si on serait dans la salle ici, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle, il voit la salle vide. Parce que nous ne sommes plus dans son temps. Sauf que les individus qui voyagent ne se rendent pas nécessairement compte de leur transport. Alors, j'avais donné comme exemple que si on restait tous dans un village et qu'à un moment donné, il y avait un apocalypse, si le village était transporté, les individus dans le village sauraient probablement qu'ils ne sont plus dans le même temps, ou plus encore qu'ils ne sont plus sur la même planète, mais rien dans l'extérieur, à part, évidemment, la quantité d'humains ou la quantité de belligérants, rien ne pourrait venir trahir ce transport, ce voyage. Les personnes qui, par contre, restent sur la planète Terre, lorsqu'elles vont dans le village, elles peuvent pénétrer à l'intérieur, soit qu'elles le trouvent vide, soit qu'elles le trouvent rempli d'humains qu'elles connaissent, mais qu'elles ne reconnaissent pas tout à fait, parce que ce seraient des clones, des golas, des copies conformes programmées pour ressembler à l'individu qui a servi de matrice. Et en l'an 2023, en montant, à un moment donné, le village revient dans le village, ce qui fait que les individus qui, disons, auraient survécu à un apocalypse, lorsqu'ils viennent rencontrer les individus qu'ils avaient connus avant, eh bien, subitement, ils les reconnaissent, c'est-à-dire que maintenant, ce ne sont plus des golas, ce sont effectivement les individus qui sont revenus. Mais ces individus-là auront nécessairement extrêmement changé, seront conscientisés beaucoup plus. Et du point de vue planétaire, il ne sera jamais rien passé. Alors, si une personne du village dit aux autres, ah ben non, on a changé de planète, on a passé 22 années sur une autre planète, il n'y a personne qui peut les croire parce qu'ils vont dire, ben non, je t'ai vu tout le temps. Oh, t'étais pas tout à fait toi, t'avais toujours l'air bizarre, bon, mais tu sais, il compte pas des farces. Le transport séraphique, ça peut se faire de plusieurs façons. Ça peut se faire en groupe, donc c'est un transporteur, c'est-à-dire que c'est un voyage dans une unité de transport. Et ça peut se faire aussi seul, c'est un voyage par son propre double éthérique. Premièrement, on doit savoir certaines choses, c'est que les individus qui font partie de ceux qui travaillent avec moi, ainsi que des personnes qui assistent aux conférences à travers plusieurs, sont des individus que j'ai connus dans le passé. Si on additionne la quantité de personnes que vous avez connues dans le passé, ça fait plusieurs millions de personnes. Alors nécessairement, il faut s'attendre à un moment donné à ce que probablement que tout le Québec au complet ait déjà vécu quelque part dans le temps avec vous. Ça en fait des personnes. Alors ce qu'on doit savoir, c'est qu'à un moment donné, les individus les personnes qui se conscientisent, doivent nécessairement faire un peu comme le Nazaréen a fait, ou faire comme la majorité des grands initiés ont fait et vont faire, c'est traverser le monde de la mort pour aller chercher les résidus astrales des expériences qu'ils ont vécues dans le passé, de façon à les assimiler. On appelle cela réincarner des choses, et on appelle cela digérer les choses. Alors c'est évident que quand on est vivant, on réincarne sans arrêt des mémoires réincarnationnelles, et nécessairement on digère ces choses-là, sinon on est manipulé par elles. Dans un certain processus de conscientisation, les individus doivent commencer à instruire leur ego de la véracité de plusieurs choses. Instruire leur ego de la véracité, ça veut dire donner l'expérience à l'ego des choses qui, normalement, ne font pas partie de l'expérience de l'ego. Alors, par exemple, si on parle de mécanique divine, l'ego ne connaît pas les mécaniques divines. L'ego ne peut qu'en entendre parler. Mais dans un processus de conscientisation, lorsque l'intelligence devient suffisamment solidement ancrée à l'intérieur des consciences humaines, l'ego doit vivre ces expériences-là. L'ego va les vivre, il est nécessairement atténué par l'ajusteur de pensée dans la majorité des cas, et ce sera vécu sous forme de philosophie, ce sera vécu sous forme d'impression, de magnétisme, de perception. À travers le cheminement, il est évident qu'un jour, certains corps physiques, donc certains humains, hommes, femmes et enfants, parce que cette fin de semaine, il y avait aussi des enfants qui ont participé à la chose, hommes, femmes et enfants, certaines personnes devront rencontrer à un moment donné directement des processus. Ils devront rencontrer nécessairement les intraterrestres, parce qu'à un moment donné, on aura de quoi faire avec eux. Devront rencontrer aussi les mécaniques de gardiennage extraterrestre, parce qu'un jour, on aura aussi à faire des choses avec elles.
Et ils devront nécessairement rencontrer des interventions esthétiques qui proviennent de d'autres galaxies, qui sont reliées à l'humain par des canaux séraphiques qui ont été créés lors de l'effusion humaine. L'effusion humaine, c'est lorsque l'intelligence a été répartie à l'échelle de l'univers parce que l'univers n'était pas capable de la supporter dans son intégrité. Et le rôle de l'homme, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, toute l'unité soit retrouvée à travers la mécanique réactionnelle. Donc, à un moment donné, nécessairement, des humains devront rencontrer des personnes. Alors moi, j'avais dit que les premières rencontres extraterrestres se feraient probablement dans les années 92 et que par la suite, dans les années 93, il y en aurait de plus en plus. On parle de rencontres, disons, du 4e type, on parle de dialogue et de fraternisation. Rencontre du 3e type, c'est une rencontre physique où on se voit. La rencontre du 2e type, c'est lorsqu'on voit des traces au sol. Et la rencontre du 1er type, c'est lorsque l'on aperçoit un ovni. Maintenant, c'est évident que les personnes doivent se préparer. Et les choses vont vite. Le temps se précipite pour la simple raison qu'il y a de plus en plus d'individus parmi nous et parmi vous, et parmi d'autres personnes sur la planète, qui de plus en plus appliquent les choses. Et nécessairement, plus il y aura d'individus qui vont appliquer dans l'intelligence les choses, plus le processus d'apocalyptisation de la planète va s'accélérer. Et nécessairement, plus le processus d'apothéose va s'accélérer. Alors nécessairement, 92, le temps est toujours une chose fluctuante. Il s'est passé quoi? Premièrement, il y a un mois, les individus du groupe des chefs ont rencontré à un moment donné ce qui porte le nom de seigneurs templiers. Ils ont rencontré des personnages qui portaient des grands habits noirs avec des cagoules, qui camouflent tout leur visage. C'est typique des templiers, d'un ordre particulier de maîtres de la chevalerie templière. Ces personnages sont venus s'enquérir, sont venus fouiller, sont venus voir. Mais quelque temps avant, quand on parle de plusieurs mois, un individu a été hypnotisé et il a fait une régression dans ses vies antérieures. Et dans sa régression, il s'est retrouvé à un moment donné dans un corps de viking où il transportait des caisses, mais les caisses flottaient, donc il accompagnait les caisses. Il arrivait de l'autre côté de l'Atlantique et il était venu au Québec avec des personnages qui, eux, étaient justement habillés de grands vêtements noirs avec les cagoules, et ces personnages les suivaient. Ils ont amené un paquet de caisses, probablement sur le Chic-Choc, où elles ont été enterrées, et par la suite, les personnages noirs les ont tués. Alors, la personne qui a vécu cette régression est là, pour la première fois de sa vie consciente, réellement connu la peur. Alors, elle a fait une retraite, elle est revenue. Ces personnages-là sont donc probablement des Templiers. C'est intéressant. On va voir dans pas grand temps que ce n'est pas nécessairement des Templiers. Mais on peut penser. Quand les gens sont arrivés la dernière fin de semaine, eh bien, effectivement, ces personnages-là, ainsi que d'autres personnages, ont fait des rituels à l'intérieur du dôme qui, présentement, est achevé et qui, nécessairement, contient beaucoup de mémoire des expériences PMC faites à l'intérieur. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont venus créer des égrégores, des engrammes, de façon à manipuler ou à posséder les individus qui viendraient par la suite à l'intérieur du dôme? Ce n'est pas ça, ils sont venus se nourrir des énergies laissées. Ces personnages ont besoin d'être alimentés, donc ils viennent se nourrir à l'intérieur du dôme. Ils ont découvert une cuisine intéressante, un garde-manger énergétique, ils viennent se nourrir à l'intérieur. Quand on s'est assis là, on a jasé, on a fait certaines choses, et après une discussion assez énergétique sur l'importance d'éliminer la ségrégation énergétique, c'est-à-dire l'énergicisme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le sexisme, le racisme, l'infanticisme, et tous ces genres de limitations au niveau de la conscience des chefs. Lorsque la discussion a été relativement achevée, alors on a passé à d'autres étapes, mais ça a augmenté suffisamment l'énergie de la conscience des individus présents. Et finalement, il y a des sondes qui sont apparues à l'intérieur du dôme. Les sondes, ce sont des petites sphères qui mesurent d'1 pouce à 5-6 pouces de diamètre. Ils ont différentes couleurs. Il y avait énormément d'énergie vitale, ce qui fait qu'il y a plusieurs phénomènes lumineux qui ont été aperçus à l'intérieur du dôme qui sont simplement ce qu'Aurobindo appelait de la neige supramentale. Et les sondes ont commencé à tourner, ils se promenaient un peu partout et finalement ils ont pénétré certains corps humains. Effectivement, une sonde est restée longtemps dans l'utérus de Jeannette. Les sondes ont vérifié les cervelets de la majorité des personnes assises à la table. À l'intérieur du dôme, il y a une immense table ronde qui peut contenir 22 personnes assises autour. Le groupe des chefs, c'est une trentaine de personnes, donc des individus qui étaient assis à l'extérieur en périphérie. Et les sondes ont fouillé à l'intérieur des cervelets, à l'intérieur des bulbes rachidiens, à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur des testicules de certains hommes, des utérus de certaines femmes.
Et ça s'est promené. L'information, bon, moi, j'ai commencé à expliquer aux gens ce qui se passait, à annoncer les choses. Bon, mais j'ai pas tout dit. Premièrement, les sondes étaient des sondes qui font partie des mécaniques extraterrestres qui viennent sur le plan planétaire dans le but de chercher des génétiques. Mais ces sondes provenaient de phénomènes extraterrestres qui sont présentement en direction vers la Terre. Et ce sont des phénomènes extraterrestres qui servent présentement d'une façon neutre. Ça fait partie de l'ordre des Vorondadek, c'est-à-dire que c'est une mécanique neutre qui sert simplement d'informateur. La problématique, c'est que les personnes présentes ce soir-là n'étaient pas suffisamment énergisées. Il y avait des invités, il y avait des apprentis, il y avait des apprentis-chefs, et il y avait quelques chefs. Et ça sentait la peur à l'intérieur du dôme. De toute façon, vous avez pu constater que même au niveau olfactif, on sentait la peur. Les chefs contrôlaient très, très bien. L'ego avait peur, les chefs étaient très à l'aise. Parmi certains apprentis ou apprentis, il y avait des personnes à l'aise, il y a des personnes qui avaient peur, mais qui se sentaient bien, en confiance, à cause de l'énergie dégagée par les chefs. Ce rabaissement vibratoire a fait en sorte que les informateurs, les sondes Vorondadek, communiquaient les informations ramassées sous tous les plans. Normalement, si les individus qui sont sondés par l'ordre Vorondadek sont suffisamment énergisés, le phénomène qui a envoyé les sondes est le seul à être informé. Alors que ce soir-là, les intraterrestres peuvent recevoir l'information, les mécaniques mémorielles réincarnationnelles, donc le monde astral recevait l'information, les mécaniques extraterrestres de gardiennage recevaient l'information, et les mécaniques extraterrestres séraphiques recevaient l'information. C'est ce qui a fait en sorte, à un moment donné, que plusieurs personnes ne savaient pas trop si les sondes étaient noires ou blanches, parce que l'information servait à trop de gens. Par la suite, il s'est passé d'autres petites choses intéressantes. Il y a effectivement des intraterrestres qui sont venus jeter un œil, qui sont entrés à l'intérieur du dôme, qui se sont promenés. Il y a des personnes qui ont été touchées. Alors, ils les ont carrément sentis. Il y a des personnes qui les ont simplement sentis passer. Et il s'est passé des choses comme ça. À l'extérieur du dôme, il y a eu suffisamment de bruit. Alors, il y a des personnes, à un moment donné, qui sont sorties avec une lampe électrique pour aller voir, mais il n'y avait absolument personne. D'ailleurs, il pleuvait. Et puis, il s'est passé énormément de choses à caractéristiques intraterrestres, sur lesquelles on pourra revenir. Par la suite, ce qui est intéressant simplement, c'est que les individus, on est sortis à l'extérieur, la forêt est extrêmement yin, les personnes qui viennent régulièrement n'avaient jamais vu une forêt aussi noire. On ne parle pas uniquement de l'absence de lumière, mais on parle simplement au niveau de la vibration. Mais les gens n'avaient pas peur, pour la simple raison qu'à un moment donné, on finit par être au-delà des mécaniques de la peur. L'ego a peur, mais l'ego nous fait confiance. Alors on s'est rendu au camp 2, on a allumé un feu. Et puis là, il s'est passé quoi? Il s'est passé simplement que les sondes qui étaient venus vérifier le cervelet, qui est l'archéocérébellum, c'est-à-dire le vieux cerveau humain, là où sont ramassées la majorité des traces qui karmiquement assujettissent l'humain aux mécaniques de répression et qui font en sorte aussi que les mémoires réincarnationnelles puissent retrouver leur chemin pour se réincarner dans les bonnes personnes, toujours par le cervelet, par le vieux cerveau, l'archéocérébellum. Alors, les sondes ayant fouillé là-dedans connaissaient donc la majorité des engrammes réincarnationnels des individus présents. Alors, une fois qu'on est allé s'installer autour du feu, il y a un processus de transport séraphique qui a commencé à être mis en branle. Les individus, les 30 personnes qui étaient là, ne connaissaient pas ça, évidemment, ils n'avaient jamais vécu de transport séraphique. Alors, à un moment donné, je leur ai demandé d'ouvrir leurs centres vitaux et de percevoir l'extérieur. Ce que les gens ont fait, parce que les gens sont entraînés. Et je leur ai demandé, il y a quelque chose présentement d'extrêmement intéressant qui est tout près, vous allez me dire ce que c'est. Alors, les personnes ont commencé à fouiller, les égos, par médiocratie, sont toujours en train de se limiter. Alors, il y a des personnes qui avaient perçu des choses, mais n'osent rien dire. Et à un moment donné, c'est quelqu'un, des chefs, qui a dit, j'ai l'impression que c'est le Christ qui est là. Donc, après, finalement, bien évidemment, les bouches sont ouvertes. Il y en a un qui a dit, bon, ben moi, je pensais que c'était Dieu ou quelque chose comme ça. La forêt est devenue extrêmement blanche. Le feu est devenu extrêmement brillant, exactement comme lorsque l'on voit dans un voyage astral les choses. On n'est pas limité par les yeux. Alors, il y a de l'énergie vitale qui est pétillante à travers le feu, la forêt devient différente, les personnes, tout ce que l'on regarde, les couleurs, tout est beaucoup plus pur. Les individus venaient de commencer le processus de transport séraphique. Alors, il s'est passé donc plusieurs choses. Par la suite, les personnes ont vécu à travers le temps et ils n'ont pas perçu des choses. Ils ont été déplacés à travers le temps. Et parce qu'ils ont été déplacés à travers le temps, nécessairement, dans certaines régions du temps, ils percevaient des choses noires. Dans d'autres régions du temps, ils percevaient des choses blanches. Ils percevaient les personnages qui se promenaient autour. Ils percevaient les animaux. Ils percevaient des choses. Le transport séraphique, c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que
il y avait parmi le groupe de 30 personnes certaines personnes insuffisamment capables d'être attentives, d'être vivantes, certaines étaient trop intellectuelles, et cela a perturbé légèrement la qualité de perception des personnes initiées. À un moment donné, je pose la question, je dis à une personne, bon, nous sommes rendus présentement dans un endroit que vous connaissez tous, et ça devrait vous plaire. Alors, je regarde un individu qui a vécu là, et à l'époque, il niaisait pas mal, alors là, il niaisait déjà. Et quand je lui parlais, il niaisait aussi. Et là, il y a une personne qui regarde, qui dit, je le sais où on est. Alors, je lui demande où on est. Alors, elle répond, nous sommes dans la forêt de Sherwood. Là, c'est facile, les gens regardent à l'extérieur et les arbres sont beaucoup plus gros. La forêt est différente, c'est changé. Alors, effectivement, on était là. Et les personnes entendaient presque chanter les compagnons de Robin des Bois. Ce sont des transports séraphiques et c'est la façon qui sera utilisée dans les années à venir pour faire voyager les individus. Sauf que ce qui s'est passé, ça a été un voyage par l'archéocérébellum, c'est-à-dire que les sondes ont perçu les grandes particularités réincarnationnelles de la majorité des gens, ou des gens elliptiques du groupe, et le transport séraphique s'est fait à travers ces annales historiques-là, de façon à régler, une fois pour toutes, pour la majorité des égaux, leur processus réincarnatif. Les personnes sont retournées dans le passé, mais pas en voyage astral, c'est-à-dire qu'au lieu d'être uniquement là du point de vue de la pensée, les personnages étaient là avec leur corps physique. Et c'est l'avantage du transport séraphique, je pense qu'on en comprend le principe. S'il arrive quelque chose de pas écologique sur la planète, on peut être déplacé avec le corps physique. Par la suite, et nécessairement, il y a une immense vague vitale qui est apparue derrière une montagne et qui s'est en allée de l'autre côté du bois. Il y a un squelette d'orignal qui traîne là-bas. Elle l'a reconstitué, elle l'a animé. Comme on disait, une chance pour nous autres, les loups avaient emporté une des pattes, alors l'orignal lui manquait une patte et il n'a pas pu se promener. Et c'est disparu dans la forêt qu'on appelle la forêt du diable, parce que c'est une espèce d'un petit endroit où quand les individus vont là, normalement, ils ne vont pas là longtemps. Ils reviennent très plus vite qu'ils sont partis. Tandis que le squelette, lui, est près de la forêt des fées. C'est une région assez intéressante. Alors, par la suite, les individus sont revenus un peu dans leur temps. Le transport séraphique qui s'est opéré, c'est une prémisse, c'est simplement un début. Et il faut bien comprendre l'idée, dans le transport séraphique, d'ailleurs, les 30 personnes qui ont participé sont bien conscientes maintenant, que ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de l'abstrait, c'est totalement concret. Mais c'est exactement comme le Nazaréen avait dit, c'est comme les gens ne s'y en attendront jamais. Alors, à un moment donné, dans la forêt, il y a deux personnes qui marchent, ils montent sur une montagne, et finalement, ils descendent sur le flanc de la montagne, et ils le relaxent. Et à un moment donné, ils entendent des camions passer en bas de la montagne, des automobiles. Alors, ils descendent pour voir, il y a un chemin en asphalte, il y a des camions qui passent là. Alors, ils reviennent par la suite et ils vont s'enquérir. Bon, c'est quoi la route qui est là? Il n'y a pas de route là. C'est en pleine forêt. Il n'y a jamais eu de chemin, puis il n'y en aura jamais. Alors, les individus nous disent, ben oui, c'est un chemin qui est asphalté. Le seul chemin qui passe dans le coin et qui ne passe pas par là, c'est un chemin de terre. Alors, par la suite, eh bien, on retourne voir. Évidemment, il n'y a pas de route. Est-ce que les personnes sont folles ou si les personnes ont simplement été sujets à un léger transport séraphique, ce qui les a amenés ailleurs dans le temps, donc dans l'avenir, ou peut-être qu'il va y avoir une route, ou si ça les a simplement amenés ailleurs dans l'espace, donc quelque part dans une forêt près d'une route. Les personnes, et c'est extrêmement important et utile qu'on parle de ces expériences-là. Pourquoi? Parce qu'à travers les conférences privées, j'en ai souvent parlé, hier aussi. Présentement, on a entre 20 et 30 témoignages de choses qui se sont faites et ces choses-là vont revenir. C'est évident que la prochaine fin de semaine des chefs, probablement qu'il ne va rien se passer parce que les égaux vont tous être alertes pour qu'il se passe de quoi. Et les égaux vont colorer les choses. Alors, il se passe ceci. Premièrement, il y a une recherche intraterrestre des êtres qui se conscientisent. Donc, les intraterrestres sont creusés. Ça fait près d'un an qu'on le sait, que les intraterrestres creusent pour venir en direction du territoire des chefs. On sait présentement qu'ils sont installés en dessous. On sait qu'ils ont construit en dessous. Et d'ailleurs, on a souvent senti le sol vibrer pendant leurs travaux.
Et on sait aussi depuis des années qu'il y a des mécaniques extraterrestres qui se promènent. Et ces mécaniques-là sont des mécaniques de gardiennage, sont des mécaniques qui espèrent que l'humain ne se conscientisera pas trop vite. Évidemment, l'ego est un phénomène intéressant. Quand on lui fait peur, il se sauve ou il devient guerrier. Alors, plus on veut éprouver les personnes qui se conscientisent pour les empêcher de se conscientiser, plus souvent qu'autrement, plus on les force à se conscientiser. Alors, il y a eu effectivement de temps en temps des apparitions des phénomènes extraterrestres, surtout des phénomènes bruyants, dans les années antérieures. On sait très bien, et quand on est allé la dernière fois à Montebello, plusieurs personnes s'attendaient réellement à une rencontre extraterrestre. Pas comme ça. S'attendaient à voir apparaître une soucoupe, un ovni, un astronef, et probablement des personnages au sol. L'être humain est un terrestre extra. Il est bien au-delà des mécaniques extraterrestres conventionnelles, les extraterrestres à moustache. Et l'être humain doit nécessairement comprendre que la majorité des mécanismes qui vont le servir sont des mécanismes que lui va engendrer. Il y a des personnages, il y a des êtres qui vivent dans d'autres mondes, qui sont totalement prêts, qui attendent depuis longtemps que certains humains puissent parvenir à contrôler. Mais contrôler, ça veut dire créer. Et créer, pour commencer, on crée un double éthérique, un corps séraphique. Et pour créer un corps séraphique, les humains doivent être suffisamment égoïques. Et la problématique, souvent, c'est la peur. Lorsque les personnages ont peur, les mécaniques noires se servent de l'énergie dégagée par la peur pour renforcer leur concrétisation et pour continuer à manipuler l'humain. Cette fin de semaine-là, et de toute façon, l'été doit servir pour plusieurs chefs à sublimer totalement la mécanique de la peur. Alors, il avait été prévu à un moment donné qu'en allant sur un des lacs sauvages, un lac perdu dans la forêt, on ionise énormément la région, on la rend noire, on la rend mauvaise. On prend une embarcation pneumatique, on met une personne à l'intérieur et on l'envoie au milieu du lac pour qu'elle passe la nuit là. Pour que la personne apprenne à surmonter les stress et les problématiques de la peur. Finalement, c'est toujours comme c'est pas prévu. Les individus ont pu travailler sur la peur en masse. Mais pas un à la fois dans un canot, mais 30 à la fois dans un dôme et dans la forêt. Quand vous êtes assis sur le bord d'un trou de plancher, une trappe d'aération qui peut facilement laisser passer une personne, et que vous sentez, sinon voyez effectivement un phénomène qui monte par là, qui passe en avant de vous, là vous vous dites, tiens, je rêve. Et là, vous voyez sa main se déposer sur l'épaule de l'autre, et vous voyez l'autre sursauter, la main qui se retire, là vous dites, tiens, on est deux à rêver. Bon, et puis à un moment donné, bien là, ça disparaît. Et là, quand on commence à parler de qu'est-ce qui s'est passé, quelqu'un qui dit, il me semble que tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un rentrer par le trou. Alors, la personne qui était à côté du trou, elle tasse sa chaise de 3-4 pieds, et puis elle ne dit rien. Les égos ont encore tellement peur de passer pour des fous et des folles. La parole, c'est l'outil idéal. Dites, j'ai vu telle chose, et après l'avoir dit, on sait que c'est ça ou on sait que c'est pas ça. Tant qu'on ne le dit pas, on est sûr que c'est ça, et on reste convaincu que ce ne l'était pas. C'est un gros problème. Alors, les intraterrestres sont présentement, effectivement, très intéressés par le processus évolutionnaire du groupe des chefs, et nécessairement, ils sont intéressés au processus évolutionnaire et conscientisatif de toutes les personnes qui se conscientisent. Par contre, comme certaines personnes disaient, oui, mais là, est-ce qu'ils vont nous suivre jusque chez nous? Et là, ce que j'ai expliqué, ce que je réexplique encore, parce qu'à un moment donné, c'est évident que dans vos vies, vous allez aussi voir des choses, vivre des choses. Pas encore immédiatement. Mais les personnes qui travaillent avec Daniel Kem sont tous protégées. Et ça a été expérimenté au Guatemala, ça a été expérimenté au Pérou, ça a été expérimenté en Amazonie, ça a été expérimenté à Montebello, ça a été expérimenté à bien des places. Et pourquoi? Parce que les personnes, elles rencontrent, elles découvrent toujours la force du mal. Il y a quelqu'un qui vous fait une menace, va vous casser les jambes si vous faites ceci. Alors là, vous ne le faites plus. L'autre est bien trop puissant. Alertez la police. Vous allez voir comment la police est puissante. Les forces du bien sont toujours beaucoup plus puissantes que les forces du mal, mais l'humain perçoit surtout les forces du mal parce que les forces du bien ne viennent jamais écœurer personne, alors on ne les voit pas. Les forces du mal viennent toujours écœurer les gens, alors on les voit. Et immédiatement, les égos ont peur des forces du mal parce qu'ils ne connaissent pas les autres forces. Intraterrestre ou pas, l'intraterrestre vient fouiller, et tout ce que les personnes ont à faire, c'est de ioniser le territoire. Ça prend quelques secondes, puis il n'y a plus un intraterrestre à la ronde. Alors, il s'est passé que
Présentement, il y a des personnages qui vivent dans les années 3000, 3400. Et ces personnages-là font partie d'un futur possible, donc un futur qui existe et qui peut ne jamais avoir existé. Et ces personnages ont besoin de retrouver des génétiques antérieures, leurs ancêtres. Et ils ont besoin de retrouver leurs ancêtres de façon à les amener avec eux dans leur monde, ou dans un autre monde qui va échapper à l'apocalypse planétaire, prévisible. S'il n'y a aucune génétique suffisamment capable, s'il n'y a pas d'humain capable de faire le choix de l'être nouveau, tous les futurs possibles engendrés par les êtres nouveaux dans l'actuelle fin du 20e siècle vont cesser d'exister. Alors, de ces futurs possibles viennent des visiteurs, qu'on appelle des transtemporels, et non pas des extraterrestres. Ce sont des visiteurs transtemporels qui traversent le temps et qui viennent donc rencontrer leurs ancêtres. C'est nous autres, c'est vous autres, les ancêtres. Vous êtes des ancêtres. Alors, ils viennent rencontrer les ancêtres et ils vont leur donner un peu d'informations, ils vont leur donner un peu d'énergie, mais du futur, on recherche les ancêtres les plus évolués de l'époque, de la fin du 20e siècle, et les plus conscientisés de la même époque. Par contre, ces personnages, pour pouvoir entrer en contact direct avec les humains, ont besoin d'énergie. On doit comprendre que le voyage dans le temps se fait à partir de véhicules énergétiques, étant donné que le temps est une illusion et que le passé existe en même temps que le présent. Ce n'est pas avec une stratégie matérielle qu'on va parvenir à voyager dans le temps. Ces personnages ont acquis certaines connaissances, et nécessairement, ils sont libérés d'une panoplie de mécanique planétaire actuelle, et ils n'ont pas non plus les limitations corporelles que l'on connaît. De ce fait, ils n'ont pas non plus les avantages corporels que l'on a. Alors, ils viennent dans le passé. Ils viennent dans le passé en arborant des ondes de forme, donc des vêtements, des mécanismes qui vont leur permettre d'attirer notre attention. La majorité de ces vêtements sont des vêtements qu'ils ont reconstitués dans l'avenir, et ce sont des vêtements qui ont servi dans le passé, et ce sont des vêtements qu'ils espèrent qu'un jour les êtres du présent vont bâtir, vont créer. Ces vêtements vont servir de traces, de trames, de codes temporels pour permettre la relation entre les individus aujourd'hui, donc nous les ancêtres, et eux, nos descendants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux viennent de l'avenir, viennent ramasser leurs ancêtres pour pouvoir faire en sorte que ceux-ci puissent échapper à une explosion apocalyptique, de façon à ce que si les ancêtres y échappent, les ancêtres peuvent donc donner naissance à des enfants, qui vont donner naissance à des enfants et qui vont permettre la consolidation de ce futur possible. Autrement dit, c'est ce qui va arriver dans le temps. Ça va arriver de plusieurs façons. Il y aura plus qu'un futur possible qui se retrouvera un peu plus loin. Il y aura la planète Terre qui va s'en aller dans un futur possible. Et de la planète Terre, certains personnages ici vont être amenés ailleurs dans le temps pour continuer à faire des choses qui ne peuvent pas exister si les humains meurent tous sur le plan planétaire ou si les humains bifurquent tous. Alors voilà. Dans le passé, plusieurs personnes parmi nous ont été des chevaliers et des chevalières. La majorité des uniformes d'initiés chevaliers sont des grandes soutanes avec des grands capuchons. Alors, dans l'avenir, ils ont recréé ces grandes soutanes et ces grands capuchons. Et quand on regarde, par exemple, la coloration astrale à travers la créativité de certains personnages, que ce soit Steven Spielberg, que ce soit George Lucas, que ce soit d'autres personnes, on découvre toujours la même mécanique. Quand on regarde juste la trilogie de la Guerre des Étoiles, quand on retrouve les chevaliers Jedi, nécessairement leur uniforme est encore la grande soutane avec le grand capuchon. Et l'humain a toujours... Il y a des véhicules endoformiques qui servent à cela. Alors, il y a des personnes dans le groupe des chefs qui, depuis presque un an, disent il semble qu'on devrait se bâtir, se faire un habit, une grande soutane. Moi, je me verrais bien là-dedans, qu'un grand capuchon. Et à un moment donné, des personnages habillés comme ça qui commencent à se pointer. De l'avenir, ça vient dans le passé, ça s'habille de façon à attirer l'attention des individus, ça vient se nourrir à l'intérieur du dôme pour amasser suffisamment d'énergie, de façon à pouvoir concrétiser leur présence dans le temps actuel. Et nécessairement, les sondes serviront à vérifier de façon à parfaire et à finaliser ce que les égaux humains ne peuvent pas faire seuls.
Donc, ce ne sont pas des instructeurs, ce sont des catalyseurs, ce sont des accélérateurs de l'évolution qui ne font pas partie de l'ordre de Melchizedek. Et les sondes, elles, sont ce qu'on appelle des vorondodeks, ce sont des transmetteurs. L'individu aujourd'hui vit dans un contexte propice nécessairement aux rencontres extraterrestres, aux rencontres supramentales, aux rencontres éthériques. La problématique, c'est que l'humain, en développant son système cartésien, l'intellect, pour le développer, il a dû être inhibé aux mécaniques intuitives, aux mécaniques théologiques, aux mécaniques émotives. Parce qu'il en est inhibé encore, dans la majorité des cas, tout ce qui ne provient pas de la lecture cartésienne de ses sens, il le refuse. Ou il considère que c'est du rêve. Comprenez bien que 99% de ce que vous êtes n'est que du rêve. Quand l'humain se dit, tiens, je vais aller au cinéma, ça se passe dans sa pensée. C'est du rêve. Mais c'est suffisamment puissant pour allumer un corps physique pour le pointer au cinéma. Quand l'humain dit, tiens, je vais faire ceci, c'est encore dans sa pensée, c'est du rêve. Et parce que l'humain est habitué de penser que ce qui est matériel, c'est vrai, tout ce qui est matériel ici, le verre d'eau a été créé à partir de la pensée humaine. Il y a des humains qui ont pensé à faire des contenants. Il y a des humains qui se sont rendus compte qu'on pouvait solidifier de la silice et en faire du verre. Il y a des humains qui ont pensé. Tout commence par l'abstrait. Et avec le temps, l'abstrait devient matériel parce qu'il se densifie. On peut accélérer les processus de densification et parvenir à faire ce que l'humain appelle des miracles. On peut créer des choses. Le transport séraphique, c'est un phénomène qui est similaire. C'est parti de l'abstrait au départ. Mais vous devez bien comprendre que toutes les mécaniques qui sont abstraites font partie de l'illusion. Et c'est égal. C'est la même chose que les mécaniques que l'on considère comme étant concrètes. Et on doit apprendre à jouer avec d'autres mondes. Je disais dernièrement à certaines personnes, un jour, il faudra que je vous amène de l'autre côté de la mort. Un jour, il faudra que vous puissiez mourir physiquement et aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Un jour, il faudra absolument que par l'expérience astrale, que vous puissiez convaincre, donc instruire, convaincre vos égaux, que la mort pour vous n'existe plus. Alors, j'ai décidé de commencer avec Michel. Alors, effectivement, elle avait un problème physique, et puis le processus de vocalise, qui est une technique PMC, très utile pour les guérisons, sans retour. C'est-à-dire que les personnes qui font le processus de guérison ne peuvent absolument rien attraper comme maladie de l'autre. Et en plus, la majorité de ceux qui font le travail se sentent bien après, quand ils ne s'endorment pas tout court parce qu'il y a trop d'énergie. Alors, Michel s'est couché sur la table, et puis Jeannette a commencé à diriger la mécanique de vocalise. Mais chaque fois qu'on a fait l'expérience, moi, j'étais au centre de la table et les gens faisaient le travail, simplement pour me donner le peu d'énergie qui me manque, pour faciliter les choses simplement. Et là, je me projetais en transport séraphique et j'allais chercher l'information qui était utile à tout le monde. Mais là, cette fois-ci, j'avais l'impression que probablement que si on ferait le même travail, que ça pourrait améliorer le corps physique, mais ça pourrait aussi projeter Michel en transport séraphique. Alors, elle s'est couchée, et puis on a fait les vocalises, le travail, et puis finalement, bon, on en a jasé un peu, et effectivement, elle s'est retrouvée en transport séraphique. Transport séraphique, c'est intéressant parce que vous vous retrouvez totalement ailleurs, pas de corps physique nécessairement, et vous vous sentez très, très, très consistant. Vous voyez ou vous savez que votre corps physique est totalement sur la table à la bonne place. Vous n'avez plus de corps physique. Vous êtes totalement là, mais pas en rêve. Et vous pouvez observer, voir, comprendre des choses. Michel n'a pas encore des ailes, donc elle ne peut pas encore décider, bon, ben tiens, je vais là-bas, et puis elle y est presque immédiatement. Le transport séraphique, ce n'est pas instantané, mais ça va beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, et ça permet le transport intergalactique. Alors, elle est revenue par la suite. Bon, physiquement, ça allait comment? Très bien. Depuis, ça va beaucoup mieux. OK. Évidemment, c'était une prémisse, parce qu'il y a encore des petits égaux à travers ceux qui travaillent qui se limitent dans leur efficacité parce qu'ils ne croient pas trop, alors qu'ils savent très bien que ça fonctionne. Il s'est passé, donc, qu'on a eu la visite de nos descendants. Il s'est passé qu'on a eu la visite des intraterrestres. Il s'est passé qu'on a eu la visite d'extraterrestres. D'ailleurs, il y a eu des vaisseaux qui sont venus au-dessus de la grande toile au camp 2. Il y en a une, on le sait, qui était au-dessus du dôme. Et finalement, on a un personnage qui est resté avec son jeune garçon. Il dormait, alors on n'a pas voulu le laisser là-bas. On ne l'aurait probablement pas retrouvé. Alors, il est resté avec. Et à un moment donné, il a vu la soucoupe. Puis il a même été dans la soucoupe.
Mais lui, c'est un professionnel du voyage astral. C'est pas trop un problème pour lui de... Et il s'est rendu compte, c'était la première fois de sa vie qu'il visitait un vaisseau de cette envergure-là, que juste la salle de contrôle, dans la salle de contrôle, on pourrait facilement mettre le stade olympique. Mais c'est un début parce qu'il y a des vaisseaux beaucoup plus gros. Alors, c'est ce qui est arrivé, et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez appliquer ce que vous savez, plus près vous allez être de la découverte et de l'expérience de l'abstrait dans le concret. Moi, j'ai fait plusieurs choses que je n'ai pas parlé, parce que quand une personne parle, soit que les gens disent « Ah bon, mais c'est parce que c'est Daniel Kem, ce qui fait que c'est sûr que lui il peut, mais nous on ne pourra jamais. » Et d'autres personnes qui vont dire « Ah oui, c'est facile à dire, c'est facile à dire. » Quand il y a une trentaine de personnes, et dans la trentaine de personnes, 20 sont ont été très présents là, c'est évident que vous devez égoïquement considérer que plus le temps avance, plus nous dirigeons vers des mécaniques totalement néotypales qui font partie pour l'humain traditionnel du processus du miracle. Il y aura d'autres rencontres, évidemment, puis il y aura d'autres choses. Avez-vous des questions directement sur des points particuliers des mécaniques, de ce qui s'est passé? Une des choses qui me vient en tête, bon, tantôt, au niveau des mémoires, lorsqu'on était sous la toile, c'était beaucoup des mémoires du passé. Par contre, il y avait quelques personnes qui voyaient, qui percevaient des choses du futur aussi. Oui, probablement que le prochain transport séraphique va être orchestré vers l'avenir. Mais ça dépend encore des individus. Là, ce qui s'est passé, c'est que les personnes ont été amenées dans le passé. Premièrement, pour instruire les égaux, parce que l'avenir n'est pas comme on le pense. Alors, la première chose, imaginez que je vous amène dans le temps. Je serais très écologique de vous amener dans le passé. Ça va faire beaucoup moins peur aux échos. Déjà qui se promènent dans le passé. Alors, la prochaine fois, probablement, qu'il y aura un voyage de transport dans le temps, dans l'avenir, mais il fallait préparer les égos, être capable de supporter au minimum le transport. La prochaine fois, ils auront à s'adapter uniquement à l'avenir et non pas au transport. Tandis que cette fois-là, il fallait que les individus s'adaptent au transport, alors ils ont été amenés dans des contextes temporels où ils se sentaient bien. Et on peut remarquer que c'était extrêmement blanc, le voyage suivant était habituellement extrêmement noir, et immédiatement c'était extrêmement blanc, et à chaque fois que les individus étaient suffisamment relaxés, on changeait d'époque complètement, ça devenait extrêmement noir. Quand les individus commençaient à être suffisamment en stress, pas tous, mais il y en avait suffisamment, l'époque changeait. Les Indiens, c'est intéressant, parce que la réincarnation, enfin le voyage au niveau des Amérindiens disons, là où on est allé, les Indiens revendiquaient, c'est la mode présentement, ils le revendiquent, mais ils revendiquaient simplement ils ont probablement été extrêmement massacrés et bafoués par les grands bonhommes à capuchon noir. Et ils revendiquaient aussi leur part, c'est-à-dire que les Indiens aimeraient, et c'est ce qui était assez clair, le message était un peu dans le genre, dans l'actuel 20e siècle, trouvez donc des Amérindiens et amenez-en avec vous. De cette façon-là, le karma amérindien pourrait être éliminé. Bon. Prochaine fois dans l'avenir. Mais pour que les gens puissent avoir un processus plus aisé dans l'avenir, est-ce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de mémoire ou s'ils peuvent quand même faire le transport dans cette direction-là sans avoir beaucoup de mémoire d'avenir? Non, il faut que les gens apprennent à utopiser. Mais ce qui est intéressant dans le transport séraphique, comme on a pu voir cette fois-là, c'est qu'une personne qui ne croit à rien, qui ne comprend rien, voyage aussi. Oui. Parce que tout le territoire devient un véhicule. Alors, c'est vraiment pas une question, le corps physique est amené. C'est pas une question de, moi, j'y crois pas. Vous savez que il y a quelques rares personnes qui percevaient des choses, mais qui ne voulaient pas croire leur perception. Si une personne aurait dit, voyons donc, moi, je vois absolument rien. Pas de problème, c'est qu'à sortir du camp et va-t'en au dôme. Elle aurait marché 4-5 pas, puis elle serait revenue en courant. Elle aurait dit, donc, oui, voilà. C'est totalement noir autour, elle aurait carrément embarqué dedans. Et le noir qui était autour, c'était le déphasement entre le transport séraphique et le continuum dans lequel on était. C'était suffisamment pas implanté. Un peu plus implanté, tu allais te promener dans la forêt de Sherwood, puis tu pouvais te faire arrêter par des soldats du prince ou du shérif. Et nécessairement ne pas revenir. Mais ça peut y arriver, par exemple, étant donné par une expérimentation, qu'un individu s'en aille, excusez-moi, puis que C'était les pattes au moins, c'est bon. puis qu'il se perde dans un transport séraphique. Oui. Moi, je ne peux pas me perdre. Pourquoi? Parce que je détermine moi-même le transport séraphique. Lorsque l'individu devient suffisamment
contrôleur, maître contrôleur à bord de lui, ça veut dire lorsqu'il devient suffisamment égoïste, lorsqu'il est capable d'utopiser, lorsqu'il est capable d'agir comme s'il était un maître et comme s'il était son seul maître, lorsqu'il est un aristocrate planétaire, lorsqu'il fait partie de la chevalerie planétaire, lorsqu'il est un être nouveau. L'individu va n'importe où, il se fait mettre en prison, et puis il garde même les yeux ouverts, et lentement les murs vont changer, tout va se défaire, l'individu vient de se transporter avec le corps physique. Alors maintenant, il s'en va. Et l'individu qui ne peut pas encore faire ça, c'est préférable qu'il ne débarque pas d'un véhicule séraphique. Parce que si le véhicule s'en va, il faudra qu'il attende le cycle normal des réincarnations pour rattraper la fin du 20e siècle. Je parle de la grosse vague noire. Comment est-ce que une forme peut être attirée à la personne qui a été infectée il y a plusieurs années? Comme si la grosse vague m'a déjà attrapée. Bon, toi, Est-ce que c'était moi qui avais peur à cause d'elle? Comment est-ce que ça peut me trouver comme ça? Bon, premièrement, on a parlé de dragon uniquement parce que vous devez comprendre certaines choses qui font partie aussi de l'abstrait. C'est évident que c'est astral, c'est évident que c'est spirituel, si émotivement on y attache de l'importance. Mais ce n'est pas spirituel et ce n'est pas astral, c'est extrêmement réel si on n'y attache pas d'importance émotive. J'ai déjà expliqué que les individus, que l'humain, premièrement, l'humain ne peut pas créer quelque chose de neuf présentement. Donc, lorsque l'humain invente un personnage, ce personnage est l'alliance réincarnative dans l'astral de plusieurs personnalités. Lorsque les personnes ont inventé Ivanhoe, par exemple, lorsque les personnes ont inventé Ivanhoe, ils ont créé un personnage dans l'astral, mais le personnage existait réellement. Le personnage, c'est l'agglomération de différents chevaliers qui ont servi à l'époque du roi Richard. Lorsque l'humain a créé, par exemple, M. Spock, c'est l'alliance dans l'astral de différentes personnalités qui ont existé. Donc, un être humain qui regarde Patrouille du Cosmos peut finir par être en affinité, par exemple, avec M. Spock, et peut même finir par le réincarner. Elle réincarne les mémoires astrales qui ont servi à la création de M. Spock. Toi, tu as été une princesse. Et tu as souvent été une princesse. Et dans une de tes vies, tu étais une princesse dans des contes de fées. À l'époque, évidemment, d'Arthur et à l'époque de ces choses-là, les contes n'étaient pas si féeriques. Et tu as été enlevé par un dragon. Et le dragon a toujours été dans les contes, comme dans les histoires et les légendes, le symbole des forces telluriques noires puissantes. C'est le volcan. Alors nécessairement, le dragon crache le feu. Et l'énergie, la grosse vague roulante qui a monté sur le haut de la montagne, qui est descendue en arrière, qui est venue s'installer un peu autour du campement, qui a traversé le campement en le contournant de tous ses côtés, qui est allé réanimer l'orignal là-bas, qui est descendu lentement vers la forêt du diable, c'est effectivement une mémoire tellurique qui a servi à l'époque de Merlin. On était un peu à l'époque d'Arthur, on avait voyagé un peu dans ces coins-là. Et toi, énergétiquement, il y a des parties de tes réincarnations qui ont reconnu ce dragon. Et Merlin parlait aussi du dragon. Le dragon, c'est la force tellurique noire. Et quand on parlait, encore une fois, de la première fois que les Américains ont fait sauter une bombe nucléaire, les savants se sont regardés, ils ont dit, on vient de chatouiller la queue du dragon. C'est inconsciemment chez eux le terme idéal. Alors c'est simplement pourquoi tu as senti cette grande vague noire, qui est une vague qui va servir l'humain à un moment donné. L'être humain qui se conscientise va devenir le maître contrôleur des stratégies astrales. Ça veut dire qu'il sera le contrôleur du bien et du mal. Et dans certains cas, il y a des êtres humains qui ne peuvent pas comprendre encore et ils ne peuvent qu'être initiés. Et la façon de les initier, c'est de leur envoyer le mal. Parce que le bien n'initie jamais. Il aide. Alors que le mal initie toujours, mais il n'aide jamais. Alors cette force-là, elle est venue parce qu'on a déjà travaillé avec elle, et elle est venue aussi parce qu'elle a été attirée par certaines personnalités réincarnationnelles au niveau de ce que tu as vécu dans le passé, de ce que d'autres ont vécu dans le passé. Et moi, je trouvais très intéressant qu'elle vienne, parce que ça permet aux individus d'avoir peur, de connaître la peur. Ceux qui... Bon, tu as eu souvent peur dans la forêt? Non. Parce que plusieurs personnes, je vais leur dire, il faut apprendre à contrôler la peur. Et les personnes, comme toi, tu aurais pu me dire, mais moi, je n'ai jamais peur. Eh bien, ce soir-là, tu as eu peur. Et maintenant, tu peux savoir que tu peux contrôler. C'était une embrassade. Et est-ce que c'est un moyen de digérer des... Oui. Il y a le transport séraphique qui s'est opéré cette fin de semaine-là. C'était pour permettre aux individus de digérer. Et comme je disais aussi, les femmes qui ont été explorées au niveau de leur utérus n'ont pas été mises enceintes. Mais
les sondes vérifiaient si les personnages pouvaient être mis en scène. Les sondes ont vérifié aussi quelle était la quantité d'hommes présents qui étaient stériles et quoi faire pour remédier. Parce que nécessairement, il y a des personnes qui devront engendrer des bons descendants. Alors, les sondes se sont promenées. Et encore une fois, ce sont des choses... vous devez bien comprendre que cette mécanique-là, c'est une chose qui progressivement va toucher tous les individus qui sont scientifiques. C'est pas nécessaire de faire partie du groupe des chefs. Ça commence dans le groupe des chefs, c'est évident. Le groupe des chefs a comme fonction de réunir les individus qui sont les plus préparés et les plus préparables. C'est pas nécessaire que tout le monde passe en même temps. C'est nécessaire qu'il y en ait qui passent en premier, qu'il y en ait qui passent en premier et qu'il y en ait qui passent par la suite. Mais c'est important qu'on parle de ce qui s'est passé là parce que c'est des choses qui doivent être dites aux égaux. Quand ça va arriver, les égaux vont toujours avoir de l'information, on va comprendre un peu. Moi, je voudrais savoir, au niveau des personnages à capuchon noir, tu as dit tantôt que c'était peut-être des seigneurs templiers, mais que finalement, ça ne l'était pas. Puis je me demande pourquoi est-ce qu'on dirait qu'il y en a un assigné à chacun de nous. Parce que ce sont des personnages... Bon, c'est ça. C'est qu'à l'époque où tu étais templier, tu as vécu des choses. Présentement, ces mémoires-là sont réanimées par les processus de l'avenir. Donc, tu te pointes devant toi. Et ce ne sont pas des templiers parce que ce sont les ondes de forme utilisées par les personnages de l'avenir pour finir par toucher des trames chez toi, de façon à ce que tu puisses commencer à t'ouvrir vers quelque chose d'autre. Les templiers, les personnages à capuchon noir sont des individus qui ont, à une certaine époque, agi d'une façon extrêmement négative et mauvaise. Étant donné que toi, présentement, et comme les personnes des chefs sont des personnages blancs, c'est évident que la présence très près d'une mémoire qu'on reconnaît et qui, en plus, est extrêmement noire, ne peut faire autrement que de réveiller tes sens. D'où la stratégie. Quand ça va bien, les gens ne voient rien. Quand ça va extrêmement mal, les gens voient bien. Alors, c'est pourquoi il y a un bonhomme à capuchon noir qui est attribué à la majorité des individus du groupe. Parce qu'ils ont tous été éparpillés. Ouais. Tu peux expliquer un peu ce que tu as senti pendant ton transport, quand tu étais seul? À la deuxième partie. Dans la deuxième partie. Vous avez des questions sur le sujet, vous les écrivez, puis on va y répondre à la troisième partie.